On commence tout de suite l'émission et on va parler de l'enregistrement audio des réunions du CSE avec mon invité Marion Kahn, associée au sein du cabinet d'Ephilis. Marion Kahn, bonjour. Bonjour Arnaud, Nous merci pour allons, cette invitation. nous allons nous intéresser aux droits et obligations en matière d'enregistrement audio Mm. des réunions du CSE. Pour commencer, quelles sont les règles en matière d'enregistrement audio des réunions du CSE ? Alors, ces règles, elles ont été codifiées par les ordonnances Macron. Donc, elles sont en vigueur depuis le 1er janvier 2018 et on les trouve dans le Code du travail sous les articles L 2315-34 et surtout D 2315-27 du Code du travail qui prévoit effectivement la faculté de pouvoir enregistrer les débats du CSE. Quels sont les apports des ordonnances Macron ? Alors, avant les ordonnances Macron, ça n'était pas prévu par la loi. Il y avait un vide juridique à cet égard. Et donc, par conséquent, c'était la jurisprudence qui codifiait, enfin, qui régissait l'enregistrement des débats du CSE. Et ce qu'on peut dire en résumé, c'est que en réalité, il fallait une certaine unanimité entre à la fois la délégation du personnel et les membres du CSE. L'intérêt donc des ordonnances Macron, c'est qu'elle est venue fixer par la loi cette possibilité de pouvoir enregistrer les débats du CSE. Alors, je vous précise également que c'est une possibilité qui est limitée pour les entreprises de plus de 50 salariés. D'accord. Voilà. Il y a une partie de la doctrine qui conteste un petit peu ce débat, mais en réalité, ça fait sens puisque dans les entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas de PV de CSE qui sont rédigés, donc simplement un registre avec les questions du CSE et les réponses de l'employeur qui peut être consulté par tous les salariés. Néanmoins, on peut rédiger quand même des PV dans ces petites entreprises ? Alors, c'est toujours une possibilité et effectivement, dans certains cas, parce que les CSE de moins de 50 salariés n'ont pas d'attribution économique et sociale, sauf dans certains cas. Et donc, effectivement, dans certains cas, ça peut être intéressant, par exemple, quand on consulte le CSE sur une inaptitude, de rédiger un PV pour bien garder la trace, effectivement, des débats et démontrer qu'on a rempli ses obligations en tant qu'employeur. Alors, on va aller un peu plus loin. Quel est le but de ces enregistrements audio ? Alors, le but de ces enregistrements audio, ils sont en réalité liés à la rédaction du PV du CSE. Le procès-verbal du CSE, il doit être rédigé par le secrétaire du CSE, c'est lui qui est responsable de la rédaction du PV. D'accord. Et ces enregistrements audio, ou le recours à la sténographie, qui est aussi prévu par le Code du travail, sont là pour lui apporter une aide. C'est surtout vrai dans les très grands CSE, vous pouvez avoir des réunions qui sont effectivement très denses, avec énormément de sujets qui sont abordés. Et donc, si vous passez votre temps, en fait, le secrétaire, s'il passe son temps à prendre des notes, c'est un peu fastidieux. Voilà, c'est fastidieux. Puis en plus, il ne peut plus participer forcément très utilement au débat, d'où l'intérêt de l'enregistrement des réunions. Sachant que le PV, alors là, il y a différentes écoles, parce qu'il n'y a pas de règles. Ça peut être soit une synthèse des débats, c'est souvent le cas. Soit ça peut être effectivement quelque chose d'exhaustif. On va avoir carrément des vraies minutes de PV de CSE. Mais la lecture en est souvent quand même un petit peu compliquée. Et comme le PV peut être affiché ensuite dans l'entreprise, une fois qu'il aura été approuvé, il vaut mieux. En général, on préfère une version synthétique de 3-4 pages, c'est ça, peu le format ? Exactement. Ça dépend, une fois encore, de tout ce qui va être à l'ordre du jour. Vous avez des réunions de CSE qui peuvent être assez courtes, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de sujets à aborder. Et puis, vous pouvez avoir des PV de CSE qui sont très denses. Par exemple, justement, quand vous avez une restructuration, des réunions relatives à un plan social, forcément, vous allez avoir beaucoup plus de contenu. Alors, comment ça se passe l'enregistrement audio ? Est-ce qu'on doit séquencer l'enregistrement ? Alors, à partir du moment où l'enregistrement, il a été décidé d'enregistrer les séances du CSE, l'employeur ne peut pas s'y opposer. La seule limite et le seul cas dans lequel il peut s'opposer à l'enregistrement des réunions du CSE, c'est lorsqu'il partage avec le CSE des informations qui sont confidentielles. Puisqu'effectivement, un employeur peut être amené à partager des informations, par exemple financières, avec les membres du CSE. Et évidemment, on n'a pas envie que ça devienne public et que notamment la
concurrence y est taxée. Donc dans ce cas-là, effectivement, l'enregistrement doit s'arrêter. C'est d'ailleurs contesté par une partie de la doctrine. Pourquoi ? Alors parce qu'en réalité, dans le PV du CSE, tout doit être inscrit, tout doit apparaître, l'intégralité des débats, y compris les informations confidentielles, sachant que quand effectivement il y a eu une présentation d'informations confidentielles, comme je vous l'ai expliqué, à la fin, on peut afficher le PV. À ce moment-là, on affiche une version expurgée du PV dans laquelle on a supprimé toutes les informations confidentielles. Donc certains auteurs disent, mais pour que le secrétaire du CSE puisse utilement retranscrire dans le PV tout ce qui s'est dit lors de la séance, même les informations confidentielles devraient être enregistrées. Mais ce n'est pas ce que dit la loi. La loi précise bien. On va s'intéresser aussi au coût de ces enregistrements. Qui supporte le coût de l'enregistrement? Est-ce que c'est l'employeur? C'est le CSE sur le budget Alors ça dépend. Parce que ce que nous dit l'article D2315-27 du Code du travail, c'est que c'est l'employeur ou la délégation du personnel qui peuvent décider d'enregistrer les séances du CSE. D'accord. Alors, si c'est l'employeur qui décide, là le code est très clair, c'est à l'employeur de supporter le coût. Si c'est la délégation du personnel, en principe, c'est à elle de supporter le coût sur son budget de fonctionnement. Mais après, c'est à défaut de meilleur accord. Et on peut très bien avoir justement, par exemple, dans le règlement intérieur du CSE, un accord sur l'enregistrement des séances du CSE et à ce moment-là, par exemple, un engagement de l'employeur de prendre en charge soit une partie, soit la totalité du coût de ces enregistrements ou du recours à un sténographe. Vous évoquez le règlement intérieur du CSE. Quelles précautions à prendre sur ces questions d'enregistrement des débats ? Alors, il faut être assez précis dans cette rédaction parce que ça permet d'éviter les litiges ultérieurement. Bien sûr. Parce que, comme je vous le disais, le but de l'enregistrement, normalement, c'est simplement d'aider le secrétaire du CSE à rédiger son PV une fois que la séance est terminée. Mais il peut y avoir dans certains cas, qui heureusement restent assez exceptionnels, mais vous pouvez avoir des CSE dans lesquels la situation est extrêmement tendue entre l'employeur et certains syndicats ou les salariés. Et il peut y avoir une tentation de recourir à ces enregistrements aussi comme moyen de preuve, notamment parce qu'il peut arriver qu'il y ait vraiment des débordements verbaux, des insultes qui soient échangées. Et effectivement, alors déjà, l'enregistrement, le fait de savoir qu'on est enregistré, ça peut effectivement peut-être aussi amener les gens à être un petit peu plus prudents dans leur expression. Ce qui est là aussi parfois critiqué par certains auteurs en disant, ou certains syndicats. On n'a pas une pleine liberté d'expression, voilà, on va dire. J'ai plus ma pleine liberté d'expression parce que je suis enregistrée, donc je sais que je suis obligée de me contraindre. Et donc la tentation, ça peut aussi être d'utiliser ces enregistrements comme moyen de preuve. Alors il faut faire attention parce qu'évidemment c'est du traitement des données, donc il faut prévoir la durée, ce qui va advenir de ces enregistrements, combien de temps on va les conserver, généralement le temps d'établir le PV et ensuite de l'approuver lors de la réunion suivante. Qui va pouvoir accéder à ces enregistrements. Et alors, il n'y a pas énormément de jurisprudence en la matière, parce que heureusement, dans la plupart des cas, les choses se passent de manière... Il n'y a pas beaucoup de contentieux, mais que dit la jurisprudence en général ? Alors, on n'a pas d'arrêt de cour de cassation pour le moment, mais on a un arrêt de la Cour d'appel de Lyon qui est assez récent, puisqu'il date du 2 octobre dernier. D'accord. Et l'employeur... Alors, il y a tout un débat, effectivement, entre les membres du CSE et l'employeur sur l'accès à ces enregistrements. Le règlement intérieur prévoit que les enregistrements sont remis au secrétaire du CSE et qu'il ne peut pas en remettre de copie ni à un autre membre du CSE ni à un tiers. Ce qui fait qu'il ne peut pas les remettre non plus à l'employeur. Et donc l'employeur ne peut pas y accéder. Or l'employeur souhaitait y accéder puisqu'il y avait des échanges, semble-t-il, des insultes, semble-t-il, qui avaient été échangées lors de la réunion. La Cour d'appel a notamment dit que à partir du moment où c'était prévu dans le règlement intérieur, l'employeur ne pouvait pas, de son côté, lui procéder à son propre enregistrement, puisque là, effectivement, on n'a plus d'assurance du respect du traitement des données. On va conclure là-dessus. Merci Marion Kahn d'être venue sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes associée au sein du cabinet Defilis. Merci beaucoup. Tout de suite, on continue l'émission. On va parler du droit de préemption en matière de baux commerciaux.